Welcome, David from Cameroon. Welcome all new attendees. Please use the chat function to indicate where you're calling in from. Welcome to the ADR World Tour. We'll get started in just a few moments. Welcome, Lucurian Advocates from Kenya. We have a few attendees that are still rolling in. As you enter the ADR World Tour, please feel free to use the chat function to indicate where you're calling in from today. This is week 4, series 2 in Africa. We are pleased to welcome you to the Chartered Institute of Arbitrators ADR World Tour. We'll begin in just a few minutes. Good evening, Abdullah from Istanbul. We have Kenya, we have Cameroon, we have Istanbul. On the panel, we have Nigeria, Senegal, Cameroon, Paris, and Tunisia. Welcome, everybody. Welcome, Prudence. We're still waiting on a few more attendees. Will be another 4 minutes. Welcome to all. So far, Istanbul is winning the contest in the furthest geographic region, at least from me. Please feel free to use the chat function to indicate where you're calling in from. This is week 4 of the Chartered Institute of Arbitrators ADR World Tour. Arbitration and mediation as a global force for good. We'll begin in just a few minutes. Thank you, everybody, and welcome. Bienvenue. That's the extent of my French, Sylvie. Very good, Brian. Very good. Well, it's that Canadian border, French-Canada. Welcome from Rwanda. Mil gracias. Thank you for attending series 2 of the Africa's production of the ADR World Tour. I know some of you were at the first production. We'll begin in just a few minutes. Our panelists are getting a bit comfortable, and we have a few more attendees that are expected to roll in shortly. Okay. All right. Looks like everybody's here. Folks might continue to roll in, and please do say where you're calling in from, and welcome to Elvira from Benin. My name is Brian Brannon, and it is my pleasure to welcome you to the Chartered Institute of Arbitrators ADR World Tour, Arbitration and Mediation as a Global Force for Good. The Chartered Institute of Arbitrators Young Members Group presents a series of international webinars which highlight the unique importance and efficiencies ADR plays in allowing the world's economy to remain operative and functional, even during times of great economic uncertainty. Perhaps no greater time of economic uncertainty has ever existed than today. 11 regional webinars will take place across the world, which focus on ADR and access to justice, ADR as a means to strengthen the rule of law,
and ADR as an efficient alternative to traditional litigation. The ADR World Tour is on week 4 in Africa. We had a great turnout for our first leg of our series, which was Monday. We are on leg 2, and we will conclude in Africa on Friday on leg 3. The ADR World Tour has begun in Asia with a 4-part series. It then moved to the Caribbean and Central America. Last week it was in South America. We're in Africa this week and headed to Europe next. It is my pleasure to work alongside 18 outstanding rock star ADR practitioners located throughout the world in helping to produce the ADR World Tour. Today we're joined by Sylvie Bebohi, who is based out of Paris, a native of Cameroon. Sylvie has joined the Central Organizing Group to organize this outstanding panel today. She will be moderating this, and I will hand it over to Sylvie now to go over some of the ground rules and introduce the outstanding panelists we find ourselves with today. Thank you, Sylvie. Thank you, Brian. Thank you, and good afternoon to everybody joining us. I'm really, really happy to be part of this incredible ADR World Tour. I would like to congratulate Brian and for putting us together. As he just said, today is the week. It's week 4 of this series of webinars, which started in January with Asia. And then we moved to the Caribbean and the South and Central America. We started the Africa series on Monday with East Africa with a great panel moderated by my friend Madeleine Chimei. Today is day 2 of the Africa series, and I'm very happy to moderate this amazing panel. Why is it amazing? This panel is amazing because I think, if I'm not wrong, Brian is the only one who will be dual language. Why is it dual language? Because we have also considered the question of diversity, not only in arbitration and ADR, but also diversity in Africa, because Africa is diverse. We have different geographical regions, and we wanted to address also the webinar to them and this tour to them. So I will just switch from English to French to introduce this amazing panel. We will have in French, a segment in French and another one in English. Donc, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre donc, pour cette deuxième journée de la série de la tournée mondiale qui a été organisée par les jeunes du Chartered Institute of Arbitrators sur le thème arbitrage et médiation comme une force pour le bien. Donc, comme je le disais tout à l'heure en anglais, cette série de webinars a démarré avec l'Asie en janvier 2021 et elle se poursuivra jusqu'en avril 2021. Nous avons donc choisi pour cette série un événement bilingue pour également tenir compte de la diversité géographique de l'Afrique et pour permettre à toute l'audience francophone également d'être intéressée par ce tour, par cette tournée et de pouvoir également y participer. Donc, comme je le disais tantôt, le thème général de cette série de séminaires est donc l'arbitrage et la médiation comme une force pour le bien. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de présenter ces modes alternatifs de règlement de différends comme des leviers importants qui permettent une continuité de l'économie en période de crise. Donc, cette série de webinaires a été construite autour de certains thèmes, notamment les modes alternatifs et l'accès à la justice, les modes alternatifs comme une manière de renforcer l'état de droit et les modes alternatifs comme une alternative au contentieux international. Dans cette construction, nous avons choisi de présenter l'africanisation de l'arbitrage et des modes alternatifs et de nous interroger sur les perspectives
pour le futur. Donc, c'est autour de cette thématique donc, que mes panélistes vont s'adresser à vous. Mais avant, je voudrais déjà saluer tous nos sponsors, toutes les personnes qui ont permis et qui participent à la visibilité de cette tournée. Je voudrais remercier nos sponsors mondiaux, nos sponsors locaux et en particulier, je voudrais tirer mon chapeau Centre de médiation et d'arbitrage du JICAM qui n'a ménagé aucun effort pour supporter le tour. Donc, le Centre d'arbitrage et de médiation du JICAM va accompagner toute la tournée africaine et je salue vraiment son implication. Donc, sans plus tarder, je vais donc introduire mon panel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre thème général est donc l'africanisation des modes alternatifs de règlement de l'arbitrage et des modes alternatifs de différents et les perspectives futures, ce que le futur nous réserve. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Nous avons choisi ce thème parce qu'il y a depuis quelques années plusieurs étapes, plusieurs pays africains font des réformes autour de l'arbitrage et de la médiation. Donc, nous avons jugé de présenter d'une manière ou d'une autre ces réformes et de voir quelles sont les perspectives ou les évolutions à l'heure actuelle. Donc, avant d'introduire le panel, je voudrais également, pour des questions pratiques, nous aurons un petit sondage auquel nous vous invitons à donner votre opinion sur les modes alternatifs de règlement de différends et qui fera l'objet d'une publication à la fin de cette tournée mondiale. Donc, sans plus tarder, je vais introduire mon panel qui est donc composé de 5 praticiens que la plupart d'entre vous connaissent. Et comme je l'ai dit, nous aurons un panel bilingue, donc on aura un segment en français et un autre segment en anglais. Malheureusement, on a un de nos panélistes qui, pour des raisons personnelles, n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, mais cela n'empêche pas que nous aurons cette deuxième partie bilingue, notamment avec Déborah, qui nous fait le plaisir et l'honneur de représenter le Nigeria dans cette tournée. Donc, sans plus tarder, je vais donc introduire mon premier panéliste qui n'est d'autre que Mohamed Kébé. Mohamed est donc l'associé gérant du cabinet Jenny & Kébé, un des cabinets les plus importants en matière d'arbitrage et de règlement de différends dans l'espace OHADA. Mohamed est arbitre. Mohamed est également membre de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI. Il est inscrit comme arbitre devant la CCJA. Il est membre de plusieurs comités de centres d'arbitrage. Mohamed intervient généralement dans des transactions internationales d'envergure. Et il est donc membre du réseau Afrique de DLA Paper et son cabinet a plusieurs représentations dans l'espace OHADA. Qui d'autre que Mohamed donc pour nous parler de la réforme de l'arbitrage OHADA? Et plutôt que de nous faire un résumé de cette réforme qui a fait l'objet de plusieurs commentaires, j'ai voulu poser une question à Mohamed. Nous savons tous que le 23 novembre 2017, l'OHADA a modifié ses textes sur l'arbitrage, notamment en adoptant un nouvel acte uniforme sur l'arbitrage et un nouveau règlement d'arbitrage de la CCJA. Je ne vais pas entrer en profondeur sur tous les changements qu'il y a eu, mais on sait généralement qu'il y a eu l'introduction d'une disposition qui étend le champ d'application de l'arbitrage OHADA aujourd'hui à l'arbitrage des investissements. Il y a des dispositions intéressantes sur tout ce qui concerne les délais, ce qui constitue quand même des avancées
assez importante. Aujourd'hui, on a des délais précis pour le recours en annulation, on a des délais précis pour l'exéquatur, on a toute une série de dispositions qui concernent les arbitrages multipartites et multicontrats. Donc, ma première question, la première question que j'aimerais poser à Mohamed, c'est celle de savoir, pratiquement 3 ans après l'adoption de ces textes, l'entrée en vigueur de ces textes, où en sommes-nous avec les premières applications pratiques? Est-ce que l'adoption de ces textes a permis une évolution considérable? Qu'est-ce qu'on observe de manière générale? Est-ce qu'on a plus de clauses d'arbitrage qui font référence à l'arbitrage OHADA? Qu'est-ce qu'on observe dans les traités bilatéraux d'investissement? Est-ce qu'on a plus de sièges? Donc, Mohamed, en tant que praticien avisé, en tant que praticien de terrain, nous aimerions que tu nous donnes une sorte de premier bilan de l'application de ces textes OHADA sur l'arbitrage. Merci Mohamed, tu as 8 à 10 minutes pour nous donner ces premières observations. Merci Sylvie, et je remercie également mes co-panélistes, et je remercie également tous tes collègues pour cette organisation que j'estime tout à fait opportune, puisqu'elle nous permet, entre praticiens, de discuter et d'échanger sur les expériences des uns et des autres. Bon, j'avoue que la réforme, elle est intervenue en 2017, nous sommes en début 2021. Donc, sur 3 ans, il n'est pas très aisé de faire le bilan parce que habituellement, des réformes de cette envergure, on juge leurs effets sur une durée au moins de 5 ans à 10 ans. Mais cela étant, il est vrai que cette réforme a été très, très importante et déjà, on peut en voir certains effets. Alors, je ne vais pas faire peut-être un cours sur la réforme en tant que telle, puisque le temps ne nous le permet pas. Nous savons tous que, et tu viens de le dire, cette réforme a introduit un certain nombre de nouveautés que je juge très, très, très importantes et très, très intéressantes. L'une de ces nouveautés, c'est que l'arbitrage OHADA va être circonscrit, la procédure en tout cas, le timeline en tout cas, va être circonscrit dans un délai qui ne va pas dépasser 6 mois. C'est extrêmement important. Pourquoi c'est important? Parce qu'on a reproché dans beaucoup de forats aux procédures arbitrales de prendre beaucoup de temps, de durer beaucoup de temps. Or, l'une des attractions de l'arbitrage, c'est qu'on évite les lenteurs des procédures étatiques. Donc, cette disposition qui vise à circonscrire le timeline sur un délai de 6 mois est assez important. Et c'est assez important d'autant plus que personnellement, je viens de boucler une procédure arbitrale dans laquelle je présidais l'instance, le panel d'arbitrage, c'était un arbitrage de la CCJA. Et effectivement, on l'a bouclé sur une durée de 6 mois. Les parties, comme les co-arbitres, comme le centre d'arbitrage, on s'est tous mis ensemble, on a tous travaillé ensemble pour que ce délai soit bouclé et ce délai a été respecté. Et j'estime que c'est quelque chose d'extrêmement important puisque aujourd'hui, ça met à l'aise les investisseurs. Quand je parle d'investisseurs, je ne parle pas d'investisseurs étrangers seulement, c'est les investisseurs non africains qui sont intéressés par l'Afrique et qui viennent investir dans l'espace OHADA, mais également les investisseurs africains qui aujourd'hui estiment que cette nouveauté leur permet de savoir que la procédure, elle est circonscrite et ça permet de pouvoir l'avoir sur une période assez courte. Elle est davantage intéressante dans la mesure où, nous le savons tous, les procédures d'arbitrage sont coûteuses. Et nous savons tous que les cabinets d'avocats, comme les arbitres, mais surtout les cabinets d'avocats, parce que dans l'espace CCJA, dans l'arbitrage CCJA, les arbitres ne sont pas payés à l'heure, comme dans certaines autres, mais au moins les avocats, souvent ils sont payés à l'heure, et plus la procédure est longue, plus la facture, elle est assez salée pour les parties. Donc, savoir que déjà,
on ne va pas dépasser 6 mois ou bien on ne le fera que dans des cas exceptionnels est quelque chose d'extrêmement important. L'autre aspect qui est également très important, je pense qu'il faut noter, c'est le fait que de façon explicite, le nouvel acte parle d'arbitrage d'investissement. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas avant des litiges, ce qu'on appelle le système investisseur-État, ISDS, ASDS comme on dit. Il n'y avait pas de litige entre investisseurs et État dans l'espace ODA, il y en avait. Et aujourd'hui, l'avantage que cela donne, c'est que ça entre dans une politique et dans une dynamique que non seulement les pays de l'OADA, mais les pays africains de façon globale sont en train d'amorcer pour que l'arbitrage d'investissement, en fait, intègre le Forum africain. Nous savons tous qu'aujourd'hui, il y a énormément de voix qui se lèvent ou qui s'élèvent contre le fait que l'arbitrage qui concerne les pays africains et qui concerne les Africains se déroule hors d'Afrique, que les acteurs ne sont pas africains et que des pays comme l'Afrique du Sud aujourd'hui ont pris des mesures tout à fait draconiennes pour en fait se soulever ou prendre des mesures contre cela. Nous savons que l'Afrique du Sud, entre autres, par exemple, a annulé la plupart des traités bilatéraux d'investissement qu'il avait signés ou qu'elle avait signés avec des pays européens. Et pourquoi? Parce que ces traités bilatéraux d'investissement ont posé problème par rapport à ces États-là. Nous savons également que des États comme la Tanzanie aujourd'hui font de plus en plus référence à l'arbitrage domestique. Dans leur dernière loi sur le PPP, ils ont plus tendance à donner acte à l'arbitrage domestique qu'à l'arbitrage d'investissement. Ils ont également, la Tanzanie a également décliné pas mal de ces TBI. Et aujourd'hui, des organismes comme la SADC, comme la COMESA, ont mis en place des mécanismes qui renforcent l'arbitrage d'investissement dans un sens allant d'impliquer le Forum africain. Donc, le fait que le nouvel acte de 2017 ait explicitement fait mention de l'arbitrage d'investissement et qu'aujourd'hui, on sait que beaucoup de pays africains, dans leur dernière réforme, c'est le cas de la Côte d'Ivoire dans sa dernière réforme sur son code des investissements, c'est le cas également du Mali, c'est le cas du Tchad. Tous ces pays-là, dans leur dernière législation en matière d'investissement, ont explicitement mentionné l'arbitrage OADA. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on pourra espérer que dans les années à venir, que dans le prochain futur, tout ce qu'il y aura comme litige entre investisseurs et États africains puisse revenir au niveau de la CCJA parce qu'on estime que c'est vrai, le CIRDI, c'est une excellente en fait, institution. La CCI, je suis membre de la Cour, c'est une excellente institution, mais la CCJA estime également que lorsqu'il s'agit de statuer sur des litiges qui concernent les États africains, il faut également qu'elle joue un beau rôle. Et je pense que cette initiative-là ou cette nouveauté-là, elle est importante. Maintenant, il faut dire aussi qu'au-delà même de ces nouveautés, il y en a d'autres. Hein. En fait, je pense que tu en as parlé, le temps ne nous permet pas de les aborder tous. Et au-delà même de ces nouveautés, nous avons vu qu'après la mise en œuvre pour l'adoption du nouvel acte, il y a eu énormément d'engouement pour l'arbitrage CCJA. J'ai des statistiques qui montrent que, par exemple, en 2017, on avait 14 cas enregistrés. En 2018, il y en a eu 24. Ça veut dire que nous avons pratiquement doublé. Je n'ai pas les dernières statistiques, mais je pense que ne serait-ce que cela montre qu'il y a un engouement parce que quand on a une nouvelle réforme et que subséquemment à la nouvelle réforme, il y a un doublement, permettez l'expression, des cas qui sont enregistrés, ça veut dire qu'il y a un engouement. Je vois également qu'il y a un engouement auprès des arbitres. La dernière liste d'arbitres que j'ai parle de 350 environ pour 2020, alors qu'en 2015, en fait, juste avant la réforme, il y en avait pour 173. Cela veut dire que davantage d'acteurs de l'arbitrage s'intéressent à la CCJA et à l'arbitrage, en fait, CCJA. Je pense que globalement, Sylvie, ne serait-ce que pour introduire le débat,
Ce sont ces quelques observations que je voulais faire. Bien entendu, je laisserai la parole à mes autres copanélistes pour développer sur d'autres points. Et après, on pourra en discuter avec les participants. Je vous remercie. Merci infiniment, Mohamed, pour cette introduction dense sur ce sujet d'importance, parce qu'il ne suffit pas de faire une réforme, il faut encore voir quelles sont les retombées de cette réforme-là. Et selon ce que tu viens de nous dire, et j'en suis fière et contente, parce que tu es un homme de terrain, tu es un praticien, tu es dans des procédures et tu vois ce qui se passe, savoir qu'aujourd'hui, on a cet engouement en faveur de l'arbitrage OHADA. Évidemment, il y a encore du travail à faire, mais savoir qu'on peut récupérer une partie du contentieux dans une concurrence saine, hein, géographiquement, c'est aussi important pour l'Afrique au moment où on parle de cette africanisation de manière générale, de dire qu'aujourd'hui, on a des textes, on a des tests qui nous permettent, on a des praticiens qui sont compétents pour travailler, et le but, c'est de montrer que ça marche, savoir qu'il y a des procédures d'arbitrage CCJA qui se terminent dans le délai prescrit, et que la plupart des acteurs jouent le jeu, c'est important. Cela me permet donc d'introduire, on reviendra parce que on a cette question également des sièges, on reviendra peut-être dessus. Cela me permet donc d'embrayer un peu sur le même sujet avec ma deuxième panéliste, si je peux dire ça comme ça, qui est Aurélia Kamga. Aurélia, c'est une jeune, et nous sommes justement aussi dans cette dynamique de passer le flambeau, d'encourager les jeunes. Aurélia est donc, pour la petite histoire, j'ai encadré un peu son mémoire quand elle était à l'IRIC. Donc, Aurélia, elle est aujourd'hui avocate au barreau du Nigeria et du Cameroun. Elle est collaboratrice au sein du cabinet Shazay & Partners. Elle est très impliquée dans l'arbitrage et les modes alternatifs, parce que Aurélia est une des représentantes du Forum des jeunes de la Chambre de commerce internationale. Aurélia est également associée du CIARB qui nous accueille aujourd'hui. Donc, Aurélia baigne dans ce milieu depuis des années, et c'est pourquoi j'ai voulu lui poser cette question aussi en tant que jeune qui a vécu la réforme. Quelle a été la perception, Aurélia, de cette réforme sur l'arbitrage OHADA? Comment elle a été perçue dans l'espace OHADA par le public, par les tribunaux et par le monde arbitral? Est-ce que vous pouvez nous dire, vous qui êtes aussi dans le milieu, puisque vous êtes dans toutes ces associations, vous baignez dans ce milieu, vous êtes une praticienne, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'elle a été accueillie, cette réforme, et où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, bonsoir. Concernant... Allô, vous me suivez? Okay. Oui, Aurélia, on t'entend. D'accord. En ce qui concerne la réforme de l'OHADA de 2017, son impact sur la manière dont elle a été perçue dans la région par le public, par les usagers des tribunaux et par le monde universitaire, c'est ce que j'ai. En termes d'usagers des tribunaux, on peut mettre les parties, on peut mettre les arbitres et bien sûr même le centre d'arbitrage. Alors, comme il a déjà été dit par Sylvie et par Mohamed, il y a eu pas mal de réformes jusqu'ici à tous les niveaux, c'est-à-dire du déroulé de la procédure arbitrale déjà à l'accès, du déroulé jusqu'au rendu de la sentence arbitrale. Alors, en ce qui concerne la réforme, elle a brillé par sa sécurité, elle brille par sa sécurité, sa flexibilité, son efficacité. On a déjà parlé bien sûr, de la célérité qui est encadrée par les délais. En termes de flexibilité, je dirais de flexibilité, on peut parler du fait que avant la réforme,
l'accès à l'arbitrage était uniquement pour les collectivités territoriales et les établissements publics. Et aujourd'hui, avec la nouvelle réforme, on voit que les États et les personnes morales de droit public peuvent également se soumettre à l'arbitrage, voilà. Ce qui restreint un peu l'unité étatique et qui met en éveil et qui met la lumière sur la promotion de l'arbitrage. Parce qu'il faut savoir que les États peuvent maintenant se soumettre à l'arbitrage, même s'il faudra revoir un peu l'article 30 sur le principe général d'immunité d'exécution. Mais toujours est-il que c'est une réforme quand même qui apporte de l'innovation. Donc, en termes de flexibilité, on peut parler comme ça des États, des personnes publiques. Maintenant, en termes de sécurité aussi, on peut parler du fait que la convention d'arbitrage est plus définie, les termes sont plus explicites, on parle de la clause compromissoire, du compromis d'arbitrage, de la convention d'arbitrage, parce qu'en quelque sorte, elle a un peu le contrat qui lie les parties aux arbitres ou les parties au centre d'arbitrage. Maintenant, les parties peuvent savoir, le public peut savoir ce qu'on met exactement dans la convention d'arbitrage parce qu'elle est plus définie, contrairement à ce que la loi, ce qui était prévu avant la réforme. Alors, en termes on va parler aussi de l'évolution du principe de compétence-compétence. Avant la réforme, le juge étatique n'était compétent pour statuer que sur les clauses compromissoires manifestement nulles. Et maintenant, le juge étatique est compétent pour statuer sur les clauses compromissoires manifestement inapplicables. On va dire que là, c'est une innovation parce que avant la réforme, le juge, comme j'ai dit tantôt, ne pouvait statuer que sur ne pouvait avoir la compétence que sur autant pour moi, sur la convention d'arbitrage, c'est-à-dire, comment dirais-je, avant la constitution du tribunal arbitral, il fallait que les parties qui se soumettent à l'arbitrage, que l'arbitre même puisse statuer sur sa compétence uniquement sur les clauses manifestement nulles. Maintenant, on a amélioré l'accès à la justice, ce qui n'était pas vraiment le cas, parce que maintenant, les parties, comment je peux dire, la juridiction étatique peut aussi statuer sur sa propre compétence sur la histoire qui est manifestement inapplicable, que j'ai déjà dit tantôt. Il y a la possibilité de l'efficacité de la clause multitiers. Avant, bon, c'est vrai que les parties pouvaient faire référence à d'autres modes alternatifs de règlement des différends préalables à l'arbitrage, mais maintenant, c'est plus clair. Il y a les médailles, avec aussi la réforme de l'acte uniforme sur la médiation. Il est possible d'avoir une clause qui vient juste avant la procédure arbitrale qui peut faciliter les modes alternatifs de règlement des différends. Donc, il y a plusieurs réformes comme ça en amont, pendant la procédure arbitrale et après la procédure arbitrale. Sur le plan de la sécurité aussi, on voit l'obligation d'indépendance et d'impartialité, la procédure de récusation qui est renouvelée. Donc, ça, c'est un progrès pour l'éthique dans l'arbitrage parce que maintenant, l'obligation de révélation est plus claire. C'est vrai qu'on dit que toutes les circonstances susceptibles des parties, des arbitres doivent révéler, ont l'obligation de révéler toutes les circonstances susceptibles de créer un doute. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment défini ce qu'on met dans circonstances susceptibles de créer un doute, mais toujours est-il que c'est mieux formulé. C'est mieux formulé qu'à l'époque et c'est quelque part un progrès dans l'éthique. Maintenant, en ce qui concerne la CCJA, ayant la nationalité d'un État impliqué directement dans une procédure arbitrale doivent se déporter de la formation de la Cour en cause et le président de la Cour est tenu de procéder à leur remplacement. Donc, avant la réforme, ce n'était pas clair, mais les juges pouvaient. D'abord, il faut mettre un peu de clarté sur le fait que le centre d'arbitrage a pour fonction d'administrer les arbitrages devant la CCJA. Elle ne statue pas sur le fond des dossiers arbitrales, mais n'empêche que, étant donné qu'elle a un droit de regard
avec la nouvelle réforme, on ne permet pas que les juges de la CCJA qui ont la même nationalité que les États, parce que maintenant, étant donné que les États ont la possibilité de se soumettre à l'arbitrage, pour éviter le problème d'éthique ou le problème de récusation, bien qu'une partie ait le sentiment de ne pas être entendue, on préfère que les juges de la CCJA qui sont de la même nationalité, qu'une partie ne puisse pas intervenir dans la procédure arbitrale. Je pense que c'est en quelque sorte, mais pardon, c'est une innovation, que ça soit vu sur le plan du public, que ça soit sur le plan des usagers et même sur le plan universitaire. Bon, il y a la désignation des arbitres, il y a la célérité qui a déjà été mentionnée plus tôt, il y a le fait de pouvoir l'exéquature accélérée. Parce que se soumettre à l'arbitrage, c'est une chose, mais pouvoir avoir une sentence arbitrale qui est reconnue après, c'est une autre. Donc, de savoir que la sentence arbitrale pourra être exéquaturée dans une période de 15 jours est pour nous une promotion, bien autant pour moi une amélioration en ce qui concerne l'arbitrage au WADA. Parce qu'on a pu raccourcir, les nouveaux textes raccourcissent maintenant le délai de 15 jours. L'expiration du délai, la juridiction, si l'expiration de ce délai, après l'expiration de ce délai, la juridiction n'a pas rendu son ordonnance, les équatures est réputé avoir été accordées. Ça, c'est une autre façon de pallier au problème du dilatoire. Parce que la partie, par exemple, perdante, sachant que le recours en annulation, le recours de la sentence arbitrale, pardon, ce que je voulais dire, c'est qu'avec les équatures accélérées, autant pour moi, la partie perdante qui sait très bien que le recours en annulation de la sentence arbitrale suspend les équatures, peut user de ces moyens dilatoires pour aller faire un recours en annulation. Bon, maintenant, avec la nouvelle réforme, il y a une date limite, il y a un délai pour la partie perdante de demander un recours en annulation. Et si le recours en annulation, si la décision, si le juge étatique de la CCJA n'a pas encore donné n'a pas encore fait le recours, les parties ont, comment je peux dire, pardon, la CCJA peut nommer, voilà, allô? Si l'expiration de ce délai, la juridiction n'a pas rendu son ordonnance, les équatures répétées avoir été accordées. Donc, s'il n'y a pas de précision, il y a 3 mois, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que, en ce qui concerne la promotion de l'arbitrage, en ce qui concerne les nouvelles lois, en ce qui concerne l'acte uniforme sur l'arbitrage, en ce qui concerne les innovations, il y a, que ce soit de l'accès à l'arbitrage, au déroulement, à la centrale d'arbitrage, il y a pas mal de mesures qui ont été prises pour pallier à la sécurité, à l'efficacité, à la flexibilité que, bien évidemment, les usagers de l'arbitrage prennent en compte et que même les universitaires, même si c'est qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qui a été, avec les nouvelles réformes, que tout de même, c'est une ouverture pour pouvoir faire des propositions dans le futur, parce qu'avec les thèmes qui ne sont pas tout à fait clairs, quand on parle de l'ordre public qui n'est pas clair, l'article 30 de l'acte uniforme sur les voies de recours qui est un peu contradictoire, si on peut dire ça ainsi, avec le fait que les États peuvent maintenant se soumettre à l'arbitrage. Il y a encore pas mal de choses à revoir, mais toujours est-il que, en ce qui concerne l'innovation, c'est un bon point pour le mode alternatif de règlement des différends en ce qui concerne le droit de l'arbitrage. Merci. Merci. Merci beaucoup, Aurélia. Ce que je retiens donc de ton intervention, c'est que les textes OHADA de l'arbitrage sont accueillis favorablement par les utilisateurs que constituent
les institutions d'arbitrage, les universitaires, les tribunaux de manière globale, parce qu'il y a un certain nombre de dispositions qui ont été adoptées, notamment en 2017, et qui apportent une certaine sécurité. Et c'est justement l'une des thématiques également qu'on a, l'arbitrage comme un moyen de sécurisation du droit. Donc, il y a cet accueil favorable et positif. I would just like to tell to my fellow English audience participant that we'll have a segment in English, and I will have just a synthesis after the French segment. We wanted this conference to be, this panel is a dual language panel. So please wait until the end. We will have a kind of synthesis. We are just talking about the OHADA reform you may have heard about. So we will have another segment in English. So to answer the question who was raised on the translation. So, maintenant, je vais passer directement de l'Afrique subsaharienne à l'Afrique du Nord avec notre troisième panéliste qui est Afef Ben Mansour. Afef est donc avocate au barreau de Paris. Afef exerce essentiellement en contentieux international. Elle est membre de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI. Afef est également docteur en droit. Elle a écrit une très belle thèse et enseigne notamment le droit international public au Centre de recherche de droit international de l'Université de Paris-Nanterre. Afef est très impliquée dans l'arbitrage et les modes alternatifs et elle est notamment membre de Arbitral Women, qui est une institution qui soutient un peu le rôle des femmes dans l'arbitrage. Donc, qui d'autre qu'Afef pour nous présenter de manière globale les évolutions qu'il y a eu lieu en matière d'arbitrage et de modes alternatifs de règlement de différends en Tunisie? Afef, est-ce que tu pourrais nous dire ce que, parce que parfois quand on est en Afrique subsaharienne, on ne sait pas très bien ce qui se passe en Afrique du Nord, pourtant c'est aussi l'Afrique, donc nous te serons reconnaissants de nous présenter un peu les évolutions qu'il y a eu récemment en Tunisie en matière d'arbitrage et de modes alternatifs de règlement de différends pour attirer les investisseurs, pour essayer de sécuriser également tout ce qui peut être loi ou règlement en matière d'arbitrage. Merci beaucoup, Afef, pour ta présentation. Je t'en prie, merci Sylvie. Je fais un test son, donc personne ne réagit, donc tout le monde m'entend bien. Bonjour à tous, hello to everyone. Alors la présentation va être faite en français et je pourrai répondre aux questions en anglais si nécessaire un peu plus tard. Donc merci Sylvie, merci pour cette invitation. Je suis vraiment très contente et très heureuse de participer à ce panel et pour respecter le temps qui m'est imparti, je mets mon petit chrono Sylvie, donc tu n'auras pas besoin normalement de m'arrêter pour ma présentation et comme tu l'as si bien introduit, donc ma présentation va toucher en fait plusieurs sujets. Et je vais commencer par ce thème qu'on n'a pas encore abordé finalement et qui est apparu uniquement dans les petites questions que tu nous soumets depuis tout à l'heure pendant les présentations, bah, c'est la crise du Covid. Et si je peux utiliser vraiment un terme, c'est que cette crise du Covid, elle a quand même un mérite, si je peux utiliser ce terme de mérite, c'est qu'elle a mis en avant plusieurs choses auxquelles on n'avait pas pensé auparavant. Tout d'abord, en matière technologique, il est clair que grâce au Covid, on fait plus, on se rencontre plus, même si l'on est distant. Et ça a un impact sur les modes alternatifs de règlement des différends, et je vais vous l'expliquer. Ça a permis aussi de rendre plus abordables ces modes de règlement des différends à tous, à travers la planète. Donc le Covid a permis
de nous rendre compte qu'on pouvait utiliser cet outil que l'on pensait réservé qu'aux grands cabinets d'avocats. Et en réalité, aujourd'hui, on donne des cours en vidéo, on fait des audiences en vidéo, on négocie avec les clients, peu importe le lieu, qu'il soit en Afrique, en Europe, en Asie, nous utilisons cet outil. Mais il a eu également, et plus particulièrement donc pour les modes alternatifs de règlement des différends, il a eu également le mérite de mettre en avant l'un des avantages primordiaux des modes alternatifs de règlement des différends, à savoir la flexibilité. En particulier, pendant les mois derniers, donc à partir, disons, du mois de mars pour la plupart des pays où les tribunaux judiciaires étaient suspendus, les procédures judiciaires étaient suspendues, eh bien là, on a compris et on a eu même des appels dans certains pays à utiliser les modes alternatifs de règlement des différends afin de préparer l'après-période de suspension et ne pas encombrer les rôles des tribunaux avec des affaires. Donc, souvent, les suspensions ont duré 3-4 mois. Et j'en veux donc, pour exemple, tout d'abord, pour parler donc, de la Tunisie, les procédures ont été suspendues en Tunisie à partir donc, du 17 avril 2020 par un décret-loi relatif donc, à la suspension des procédures et des délais dans les procédures judiciaires. Nous avons eu la même chose au Maroc avec le décret sur l'état d'urgence qui a permis la suspension pendant plusieurs mois à partir du mois de mars et jusqu'au mois de juin les procédures judiciaires et une instruction spécifique du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire datée du 16 mars 2020. Donc ça, c'est pour le Maroc. L'Algérie, il n'y a eu aucune instruction, aucun texte pris par le gouvernement ou par le Parlement, mais il y a eu des instructions spécifiques dans les tribunaux, donc demandant aux avocats de suspendre les procédures et de reporter les audiences. Donc toujours est-il que nous avons eu des textes permettant la suspension des procédures dans ces 3 pays. Je n'ai pas l'information malheureusement pour la Mauritanie parce que malgré les développements technologiques, il y a encore des problèmes pour avoir accès à l'information et aux textes juridiques dans certains pays en Afrique et notamment donc, la Mauritanie, et je ne parlerai pas de la Libye là, qui est un cas particulier en ce moment. Donc nous avons eu ces suspensions. Mais toujours est-il, c'est qu'aucun de ces décrets, aucun de ces textes, aucune de ces instructions n'a fait de place à l'arbitrage. C'est-à-dire que dans le décret tunisien, on a suspendu les procédures judiciaires, mais on n'a rien prévu, on n'a rien spécifié pour l'arbitre ou pour les procédures de médiation ou de conciliation en cours. Alors c'est plus facile évidemment pour la conciliation, la médiation, à cause de la flexibilité, pas besoin d'instruction. Pour l'arbitrage, ça voulait dire que les tribunaux arbitraux étaient soumis à la décision de l'arbitre. C'est-à-dire que les arbitres étaient laissés seuls face à la décision, comment on va organiser les procédures arbitrales, donc évidemment avec le consentement des parties, mais je pense qu'un texte, par exemple en Tunisie, il y a eu un appel pour obtenir un texte pour aider les arbitres pour pouvoir imposer, par exemple, des audiences virtuelles et ne pas laisser cette question planer de manière discrétionnaire sur les épaules du seul tribunal parce qu'il y a eu une période d'adaptation aussi des arbitres. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que le droit du siège me permet de le faire ou me l'interdit, comme ça a été le cas, par exemple, en Italie? Au Liban aussi, la question s'est posée pour aller chercher des exemples un peu plus loin. Autre façon de faire, et là c'est ce qu'en France nous avons eu, donc il y a eu un décret qui a permis la suspension des procédures judiciaires et une note, un appel du président du tribunal judiciaire de Paris dans lequel, de manière expresse, il invitait les parties à proposer les méthodes alternatives, à s'approprier les méthodes alternatives de règlement des litiges, les MARD, pour les affaires en cours et pour les nouvelles procédures qui allaient être engagées pendant cette période. Donc, on voit bien que lorsqu'il y a une déstabilisation du système judiciaire classique, on voit apparaître l'un des avantages des modes alternatifs de règlement des différends, à savoir la médiation, la négociation, la conciliation et l'arbitrage.
Avec ceci, donc j'arrive à ce qui se passe en Tunisie en matière de mode alternatif de règlement des différends. Qu'est-ce qui était disponible et qu'est-ce qui est disponible pour les opérateurs économiques, pour les personnes physiques en Tunisie? Il faut savoir d'abord que l'arbitrage a son propre code en Tunisie qui date de 1993 et qu'il est usité par tous les acteurs. L'autre pendant, parce que le code de l'arbitrage tunisien, c'est l'arbitrage, et comme le disait si bien mon confrère Mohamed, l'arbitrage, c'est aussi un coût, ça a aussi un coût. Et il y a un problème de perception de l'arbitrage par rapport au coût, et pour les petits litiges qu'on sort du tribunal judiciaire, est-ce que c'est judicieux d'aller vers l'arbitrage où on va payer à la fois les arbitres, les conseils, la mise en place du système? Mais on dit, mais il y a d'autres modes alternatifs de règlement. Il y a la conciliation, il y a la médiation. Et alors là, quand on va regarder le droit tunisien, eh bien on est un peu stupéfait parce qu'on a plusieurs textes. Le droit tunisien prévoit dans différents textes des modes alternatifs de règlement comme la transaction, donc la négociation à mon sens, la conciliation, la médiation, mais leur donne des définitions qui créent un flou. C'est-à-dire que dans certains cas, on va utiliser le terme conciliation, alors qu'en réalité, on se réfère à une méthode de la médiation et inversement. Et donc, ce qu'a révélé cette période, ces derniers mois, chez les praticiens, c'est un flou dans la définition et la confusion entre conciliation et médiation dans les textes tunisiens. Et c'est là, et en plus, cela rejoint déjà un autre appel sur le développement de la médiation en Tunisie, en particulier donc depuis plusieurs années. Il y a eu un premier projet qui a été abandonné. Il semblerait qu'il y ait un nouveau projet qui est en discussion. Et pour accompagner donc ce nouveau projet de médiation, législatif sur la médiation en Tunisie, plusieurs conférences sont organisées en Tunisie. On essaie véritablement de travailler sur l'information et la formation à ces modes alternatifs de règlement des différends, l'arbitrage évidemment, mais en particulier la médiation, pour développer la médiation à tous les stades et dans tous les domaines de la vie en Tunisie et changer la philosophie. Parce que quand on dit mode alternatif de règlement des différends, encore aujourd'hui les gens pensent arbitrage et sont un petit peu freinés par, disons-nous, certains inconvénients de l'arbitrage. Et les textes tunisiens ne sont pas assez clairs sur conciliation ou médiation. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans le texte relatif au règlement des différends entre investisseurs et État, dans la loi de 2017. On voit bien que dans les nouveaux articles, l'État tunisien donc, a adopté et conserve la possibilité d'aller à l'arbitrage pour l'investisseur dans des conditions assez fermées, mais se réfère uniquement à la conciliation. C'est-à-dire que quand il y a un litige, on ne parle même pas, généralement dans une clause de règlement des différends, on dit s'il y a un différend entre un investisseur et un État, on va d'abord se diriger vers la négociation. Et puis ensuite, on va proposer d'autres modes alternatifs de règlement des différends, comme la conciliation ou la médiation, ou les deux. Et si on n'y arrive pas, on va à l'arbitrage. Eh bien, le code tunisien de l'investissement, lui, va directement à la conciliation, à moins que les parties y renoncent. Donc, il privilégie la conciliation, deux parties qui décident de s'adresser à un tiers qui va leur proposer une solution en se référant au règlement de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur la conciliation. Et ce n'est que si cela échoue que l'on pourra aller à l'arbitrage. Mais je ne vois pas la médiation et je ne vois pas quelque chose de plus large comme les modes alternatifs de règlement des différends dans ce texte. Enfin, pour terminer, évidemment, parce que mon bon temps a sonné, juste pour dire qu'en 2019, la Tunisie a adopté, pour compléter cette loi donc de 2016 sur l'investissement, une loi spécifique relative à l'amélioration du climat de l'investissement en vue d'attirer les investisseurs plus sur le territoire tunisien, une sorte de réaction aussi face à ce qui se passe depuis 2011 et la baisse de l'investissement en Tunisie. Donc cette loi, c'est la loi numéro 2019-47 du 29 mai 2019 et qui est une loi transversale qui touche à tous les domaines avec pour objectif
Premier, donc de promouvoir l'investissement et d'améliorer le climat des affaires en simplifiant les procédures requises pour créer les entreprises, pour faciliter les modes de financement, renforcer la gouvernance et la transparence des sociétés. Avec tout ça, je vous remercie et je me tiens prête à répondre à vos questions. Merci Sylvie. Merci beaucoup Afef. Donc on a noté les évolutions de la Tunisie en matière d'arbitrage et de modes alternatifs de règlement des différends en général, avec notamment une loi de 2013, avec notamment des textes, je retiens surtout le texte de 2019 qui vient renforcer la loi tunisienne sur les investissements, et pour pouvoir attirer beaucoup plus d'investisseurs. Donc, on va essayer il y a des questions dans le chat, on y reviendra, mais je voudrais qu'on essaye de terminer ce premier tour de table avec ces questions générales en donnant la parole à Deborah. So, we are switching now to the English segment of our webinar with Deborah. Deborah will be presenting the development and the patterns of arbitration and ADR in Nigeria. We wanted to include Nigeria in this series of webinar because we couldn't do such an event without including Nigeria, which is one of the giants in Africa. So I've asked Deborah to tell us what ADR initiative patterns and development have taken place within Nigeria. And before Deborah goes, I want to present her. Deborah is a barrister and solicitor in Nigeria. She's specialized in corporate and commercial law practice. Deborah is currently partner at Ascendant Law and heads the capital market. And she also a fellow of the Chartered Institute of Arbitrators, and she is the former vice chair of the SIAP Young Member Nigeria chapter. So Deborah, please, can you tell us what's initiative, a big country like Nigeria? I know that there is a lot of movement in Nigeria concerning arbitration and ADR. Can you please tell us what was taken, what initiative did you have this last month in arbitration and ADR in general? You have the floor. Thank you, Sylvie, and thanks to the CIMYMG for inviting me to be part of this series. It's been an enlightening series and really encouraging to see the worldwide growth of ADR post-pandemic. So I'll be speaking on the recent ADR initiatives, patterns, and developments in Nigeria. But before I do that, I wanted to delve briefly into the history of ADR in Nigeria. Before the British came into what is now known as Nigeria, there was a system of dispute resolution amongst the numerous tribes and ethnicities in Nigeria. Each had its own laws and customs, and they differed from place to place. Now, these laws and customs are still available today, and they are known as customary law. They're largely unwritten and they're flexible. The Nigerian Constitution recognizes this customary law, and various statutes have preserved these laws and customs, and customary courts are currently part of the Nigerian judicial system. Prior to this, however, when disputes were being resolved in these tribes and ethnicities, there wasn't we didn't have the courts then, but most of the tribes, like the Igbo tribes specifically in the southern eastern part of Nigeria, was decentralized. So you had dispute resolution in a decentralized fashion. You had Council of Elders who had disputes referred to them from the family heads. The family was seen as the first constituent for dispute resolution, and anyone who was dissatisfied would then appeal to the Council of Elders. You also had the group of married women who were known as the Umuadas. They resolved issues where the men were unable to do so. And one of their approaches was the reconciliatory approach, where they encouraged conflicting parties to reach an amicable resolution of their disputes.
So there are a lot of court decisions that recognize the validity of what the court has described as customary arbitration. And there are conditions for recognizing this as valid. Of course, principles like the consent of parties are important for recognizing these decisions as valid. However, when the British came into what is now known as Nigeria in the late 1800s, they came with the English common law and their court system. So litigation, of course, started coming into dispute resolution. And it wasn't until 1914 when the arbitration ordinance came into existence. So from the early 1900s, the attitude of the courts was to jealously protect their jurisdiction because there was a level of skepticism regarding ADR, even though traditionally it was recognized as a form of dispute resolution. Even the Nigerian educational system for training lawyers focuses mainly on litigation. So you had a lot of litigation, happening in dispute resolution, and people didn't really want to resort to ADR. Even the lawyers would go to litigation first, before thinking about ADR or selling ADR to their clients. However, before the pandemic, there were a lot of, because of the congestion of the courts, of course, and the slow process and slow access to justice, there was a gradual leaning towards mediation and arbitration in Nigeria. Like Sylvie said, Nigeria has the largest number of arbitrators in Africa, but you find a lot of lawyers still doing litigation or advising their clients to go towards litigation. But of course, as the costs increased and the costs were congested, most of the litigation lawyers started delving into arbitration. Unfortunately, they were bringing in their litigation strategies of using technicalities to delay cases. So the length of arbitration was, of course, increasing. The costs were increasing because they're higher than, the costs in arbitration are higher than the court system when you think about the filing and all of that. But when you think about the time you spent, you can spend sometimes 10 years on a litigation matter is actually expensive. But this slow process of arbitration and this litigation attitudes in arbitration was not encouraging at all. So eventually, when with the frustration with the court system, a lot of courts started seeing the advantage of arbitration, and the court started leaning towards ADR in litigation. There was a lot of court reform and improved decisions by courts and training of lawyers, training of judges on the arbitral process. So before the pandemic, there were a lot of amendments to the rules. Let me give an example of Lagos State now. Lagos State is the commercial nerve center in Nigeria and is the pace setter for meeting global standards. There was the amendment of the court rules in 2019 to allow for mandatory ADR. But before that, courts, it was a may, they may advise the lawyers to consider ADR, but of course they needed the consent of the parties before they referred the parties to ADR centers. But with the 2019 amendment, however, one of the overriding objectives of the court rules, in fact, the first overriding objective was that it mandated parties to use ADR where the courts considered it appropriate, and it facilitated the use of this ADR procedure. So in these new rules, the court introduced the case management conference, which promotes amicable settlement of the dispute or adoption of ADR procedures to ensure expeditious and economical disposal of cases. The rules also introduced the options for making referrals to the Lagos Multi-Door Courthouse. The Lagos Multi-Door Courthouse, which is the LMDC, is an ADR body next to the courts. Or the rules also talked about referring the matter to other relevant ADR bodies. So this has been really effective in narrowing down the issues in dispute, thereby saving time and money. The duration of the case management conference is stipulated to exceed 90 days. And what you will find from the research is that where parties are referred to ADR or to the LMDC by the courts, you find out that they're able to reduce the issues in dispute, and they may resolve the entire disputes by the case management conference, which is usually referred to mediation, or even if they don't entirely resolve the dispute, they reduce the issues, and of course the costs are reduced.
Now, post-pandemic, however, after the first case of the virus appeared in Nigeria, there was a statewide lockdown in March 2020. Of course, this included the shutdown of the courts. There were a lot of guidelines for remote hearings, which encouraged virtual hearings, rather. But during the same period, arbitral institutions started interpreting their rules to cover virtual hearings and also started providing guidelines for virtual hearings. So of course, parties started asking about submission agreements in order to submit their existing disputes to mediation or arbitration while the courts were shut down. Till date, however, despite the guidelines of virtual hearings by the courts have not fully embraced virtual hearings, and physical hearing days are limited, with most courts are sitting only 3 times a week. So pure litigation lawyers, of course, you're losing income, your disputes are not being resolved. They've started, leaning more towards mediation and arbitration in their dispute resolution strategy to tackle these issues, and of course, to improve their dispute resolution strategies. You also find that a lot of agreements now include MedAb. Previously, for medium and small disputes, you would find mediation or you would find arbitration by a sole arbitrator. But now you're seeing MedAb as a form of dispute resolution, so that before you go to arbitration, you've tried to reduce most of the issues in contention. And then whatever is so difficult that you can't resolve by mediation, you then refer to arbitration. Now, the data is not conclusive. I haven't been able to speak to enough arbitral institutions, but the lowest I've heard so far was a minimum of 30% increase in ADR matters post-March 2020. So this has really been encouraging. There have also been, post-pandemic, there have also been collaborations between arbitral institutions for more effective and efficient administrations for more effective and efficient administration of arbitrations. 2 that I want to speak about are the CIAB and LCA, the Lagos Court of Arbitration. They've collaborated on resolution of medium and small disputes. And then you have LASIAC. LASIAC has also partnered with ICAMA and the Oyo State Multi-Door Courthouse for the KDRI initiative, which is the COVID-19 ADR initiative, just to encourage more people to use mediation and ADR as a form of dispute resolution. Then we also have ODR, the online dispute resolution. It wasn't really popular in Nigeria before the pandemic, but post-pandemic, most arbitral and mediation institutions now include ODR as a means of dispute resolution. Of course, the government parastatals too. You have more government parastatals, including ADR in the dispute resolution clauses. And then you have a lot of, you keep hearing of trainings by these government ministries to make their staff more conversant with ADR procedures. So in summary, there has been a significant increase in the use of MedAb, especially in Nigeria, and more interest in this method of dispute resolution by lawyers, especially through ADR institutions. You don't really see resolution by ad hoc resolution by mediators. You mostly find lawyers and parties going to institutions, asking them for assistance with resolving their disputes. One of the discouragements, however, is that you find out that most of these institutions don't have their information online. So you find lawyers who are drafting their dispute resolution clauses, asking, turning towards the institutes that have their information online, their schedule of fees, their timelines, their guidelines, and even the dispute resolution clauses. You find that lawyers, especially some transaction lawyers and some litigation lawyers who delve into drafting of agreements, tend to look for institutions where they can lift their dispute resolution clauses from their website, so that they prevent, dispute resolution clauses that are defective. So I think one of the things we need to do here is to encourage these arbitral and mediation institutions to publish their schedule of fees and information online.
yeah, so that's what I'll end with, to encourage them to publish this online. Thank you, Sylvia. Thank you so much, Deborah. My understanding is that there has been an increasing of EDURA in Nigeria, especially during this period, with a lot of arbitration agreements and clauses, and that there is unfortunately a lack of online information, and there's still a work to do with the arbitral institution. As time is running, we'll move to the second part of our webinar, and I will ask my panelists who are bilingual. I know all of them are bilingual. I will address the question in French, and they will be happy to answer in English or French. As we are dealing with arbitration and mediation, I have also a question for Mohamed, which refer to mediation. We know that in 2017, we had also a Uniform Act, an OHADA Uniform Act on mediation. And I was wondering, where do we stand now with mediation in the OHADA area, Mohamed? And my second question is, do you think mediation is growing up within OHADA? If yes, what are the drivers? If no, what can we do to improve? And I think you have also a question in the chat I will address after your answer to my question, Mohamed. You are on mute. Thank you for the question. It's a very, very, very important question, actually. I think that mediation has been what I can call in French le parent pauvre, which means that it was not very, very well developed in the continent over the last decades. And this is maybe why, the reason why in the 2017 new OHADA Act, it has been explicitly addressed. But I cannot tell that there is a growth, because as you may know, mediation is something very confidential. So you don't have statistics. And you cannot know actually what part it is having in the process, and what development you may see. However, we can say that there is more and more growing interest toward mediation, because most states are now very, very keen to start by mediation before going through arbitration, and you have more and more transnational corporations doing so as well. Maybe I can give a statistic, not within the OHADA arbitration called CJA, but within the OHADA region, because I have some statistics from the Court of Arbitration Application of Ouagadougou, and the statistic I have from 2018 and 2020 is that there have been more than 86 mediation matters that have been registered within the center. We can say from this statistic that there is a strong development, because when you can have 86 mediation cases registered within a single one mediation center, this means that the sector is growing. Now, I think that what can be done in this sector is states as well as practitioners should take steps in order to promote mediation, because it is something that is not very well known by many actors, and they would be very keen to move to mediation rather than arbitration, because arbitration, as we have already said, is very costly, and sometimes it has its own drawbacks. Whereas mediation can be very, let's say, less stringent than arbitration, and more people who are going through arbitration are very satisfied with the process. So I cannot say that it has known a growth since the Act of 2017, but within the region, with the statistics we have with Ouagadougou, we can say that there is more and more interest.
in the sector. These are the only comments I have now. Of course, I'm very open to discuss the issue with the my co-panelists and the participants. More information. Thank you. Deborah, would you want to jump in concerning the growing of mediation in Nigeria? Yes, definitely. Mediation use awareness has grown in Nigeria. Like I said, despite the court directions to improve virtual hearings, it's not really happening. So you don't have access to the courts like before. And a lot of lawyers who preferred the litigation routes are now looking for alternatives to dispute resolution. And of course, like I said, arbitration, a lot of people have, they say arbitration is expensive, and they don't realize it's expensive because you're bringing the litigation strategies into it. So people don't like to go to arbitration initially. But because they are hearing about the low cost of mediation and the promptness of mediation and how mediation enables parties to reduce the issues and disputes, a lot of people are now moving towards mediation. I mean, we had a new body, the KDRI that I spoke about, is a new body that came as a result of the COVID-19. And then you have arbitral institutions who, I mean, like CIAB speaks more about its arbitration, but you have CIAB in Nigeria speaking more about mediation. You have the LMDC, which is the court annexed mediation center. Initially, most of their disputes came from referral from the courts, or when they had their settlement weeks. During their settlement weeks, they tried to encourage parties that had cases before the courts to come and see if they could resolve some disputes via mediation. But post-pandemic now, it's the first port of call because everybody knows how much their schedule of fees are. So it's the first port of call. Everyone is now putting LMDC clauses in their dispute resolution clauses, asking for mediation, and then the second stage as saying that where parties can resolve all issues, they go to arbitration under the same LMDC because their information is public. So mediation has grown greatly, but there's still not enough information about the costs to encourage people to try other mediation institutions in Nigeria. Thank you so much, Deborah. I will jump to Afef, maybe in French, because there was a question who was addressed. I will read it. Que pensez-vous du choix de l'OHADA de définir la médiation? Cette définition appelle médiation, conciliation, facilitation. La définition OHADA a prévalu parce qu'on a dit que c'est une tendance internationale de ne plus faire la distinction. Est-ce que cette définition qui inclut tous ces mots de manière générale, la conciliation, la facilitation, va dans le sens du développement ou pas, lorsqu'on compare avec la Tunisie, cher Afef? Alors, pour tout vous dire, j'aurais besoin de revoir la définition qui a été adoptée dans l'OHADA pour pouvoir faire la comparaison. Mais pour revenir, par exemple, pour vous donner un exemple de confusion entre conciliation et médiation et ce qu'est la médiation, j'aimerais faire une référence donc à un exemple qui a été donné par une personne de l'assistante, donc une consoeur de Tunis, sur la confusion qui est faite notamment dans le droit bancaire. Et je pense qu'elle fait référence au fait qu'à l'article 31 donc de la loi du 2 mai 2006, dans lequel on dit, et là je vous invite à écouter, et je vous dirai en fait en quoi il y a une confusion. On dit bien, donc chaque établissement de crédit doit désigner un ou plusieurs médiateurs chargés de l'examen des requêtes qui leur sont présentées par ses clients et relatives à leurs différends. Et donc là déjà on a un problème parce qu'on n'est ni dans la conciliation ni dans la médiation, puisque c'est l'une des parties, la banque, qui va désigner le médiateur. Et donc là, on n'est plus dans la neutralité du tiers désigné par les parties. On n'a plus le consentement des deux parties de recourir à un mode de règlement des différends. Ensuite, le médiateur, donc il est traduit, le médiateur bancaire propose des solutions de médiation appropriées.
Et là, on rentre dans ce qui fait la distinction un peu ténue entre conciliation et médiation, c'est que dans la médiation, le médiateur est neutre, écoute et laisse les parties arriver à une solution. Il les accompagne vers la solution qu'ils vont déterminer ensemble, alors que le conciliateur, lui, propose une solution. Et donc, c'est un exemple où nous avons en fait, cette confusion. Et on la retrouve dans d'autres textes du droit tunisien, et donc je ne voudrais pas y revenir. Mais comme je te connais, Sylvie, j'imagine que tu as le texte OHADA devant les yeux, donc je te laisse nous le donner et je réagis. Juste très rapidement, l'acte uniforme sur la médiation définit le terme médiation comme tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d'un litige, d'un rapport conflictuel ou d'un désaccord découlant d'un rapport juridique, contractuel ou autre, ou lié à un tel rapport impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou des États. Voilà la définition de l'article 1, petit a de l'acte uniforme OHADA sur la médiation. Donc là, c'est une définition de la médiation que je valide, puisque nous avons deux parties, nous avons un accord, nous avons un tiers qui propose et qui accompagne les parties vers un accord, alors que la conciliation est véritablement un autre mode alternatif de règlement des différends. Et cette distinction, alors je vais parler évidemment de ce que je maîtrise le plus, donc en droit international public, dans les relations entre États et dans les relations entre investisseurs et États. L'article 33 de la Charte des Nations Unies, quand il parle des règlements pacifiques des différends, fait bien cette gradation entre négociation, médiation, conciliation, arbitrage et recours à un organe permanent. Et donc de manière traditionnelle ou classique, on a bien cette gradation dans la théorie juridique, si je puis dire. Et il est dommage donc de voir donc, dans certains textes effectivement des confusions, mais dans l'OHADA, je ne la vois pas. Enfin, pour moi, on fait référence à la médiation. Merci beaucoup, Afef. Nous allons donc poursuivre avec les perspectives parce que le temps, malheureusement, est contre nous. Donc, nous avons eu cette vue d'ensemble des réformes, de l'évolution, de ce qu'est la médiation aujourd'hui dans l'espace OHADA depuis l'acte uniforme. Mohamed nous l'a dit, de cette définition que nous avons dans l'acte uniforme qui semble mettre tout le monde d'accord avec, notamment lorsqu'on compare avec le texte tunisien. Maintenant, je voudrais qu'on aborde un peu le futur. Pour vous, quel a été l'impact finalement de cette pandémie? Est-ce que vous pensez qu'elle favorise le recours à l'arbitrage et à la médiation? Et vous, en tant que praticien, comment vous adaptez-vous? Comment vous essayez d'adapter votre pratique à cette pandémie et qu'est-ce que vous observez dans le développement de l'arbitrage et des modes alternatifs? Je commencerai peut-être, comme Afef a encore la parole, par Afef, et après Mohamed, Aurélia, et je terminerai par Déborah. Alors, dans la pratique, ce que ça a changé, c'est qu'effectivement, on travaille beaucoup plus en virtuel. On essaie d'éviter les rencontres. Donc, les audiences se font en virtuel. C'est vrai qu'avant, quand les parties étaient éloignées, une partie de la procédure se faisait en conférence téléphonique et on utilisait très rarement la vidéo, surtout souvent parce que certaines des parties n'avaient pas les mêmes moyens, en tout cas techniques. Donc maintenant que c'est adapté, comme je vous le disais en introduction, c'est beaucoup plus facile techniquement d'organiser des sessions de travail et des audiences avec le virtuel. Évidemment, il y a eu une phase au tout début de la pandémie où on a senti les clients plus réfractaires, de toute façon, même à aller au contentieux, que ce soit contentieux ou arbitrage, ou, parce que, pour des questions financières, on essayait de garder ses réserves. Mais en même temps, à partir de
de mai, je pense, en fait, on a eu un retour de l'arbitrage. Il y a eu plus d'appels, plus d'initiations de procédures arbitrales. Donc, de ce point de vue-là, j'ai l'impression que dans l'arbitrage, dans la médiation, on s'est adapté beaucoup plus. Après, ce que j'observe en Tunisie, et même si je suis basée à Paris, ce que j'observe, c'est qu'il y a de plus en plus de formations, de sensibilisation à ces modes alternatifs de règlement. Il ne se passe pas une semaine sans un webinaire, sans une conférence, sans une formation. Le mois dernier, par exemple, dans un des barreaux, on a organisé le mois de la médiation. Ce mois-ci, c'est le mois de l'arbitrage. Et là, je parle de la section, par exemple, de Monastir, qui est une ville en Tunisie, mais il y a également eu d'autres institutions. On a également un développement de centres d'arbitrage virtuel en ligne, suivant le cas de Delos, par exemple. Je ne sais pas si tout le monde est familier de cette base, centre d'arbitrage, si je veux dire, mais il y en a un également qui est également lancé en Tunisie. Et il y a également une grosse réflexion sur le développement de la médiation et de l'arbitrage dans les contentieux internes, en interne, et donc de créer des centres pour légitimer, sensibiliser à la fois les parties et les avocats, parce que les avocats ne sont pas encore à l'aise avec ces modes alternatifs de règlement des différends avec lesquels ils n'ont pas l'habitude, alors qu'il suffit tout simplement d'ouvrir un code, comme un code de procédure civile, et de faire son dossier. Après, tout le reste, tout ce qui est appliqué, c'est le droit. C'est le droit matériel. Il n'y a aucune différence avec ce que nous appliquons. C'est juste la procédure qui est un peu différente. Il faut aller regarder le règlement d'arbitrage, le code d'arbitrage du droit qui est applicable. Donc, pour nous, en Tunisie, le code de l'arbitrage en Tunisie, les règles OHADA, etc. Et développer ces pratiques. Merci. Merci beaucoup, Afef Mohamed. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le développement de l'arbitrage et de la médiation en temps de Covid? Comment tu t'adaptes praticien en cette période? Je crois que je m'adapte comme beaucoup de mes confrères le font, puisque ça nous a obligé une nouvelle façon de travailler. Et une nouvelle façon de se comporter. Je disais tantôt que moi, je suis sorti dans une procédure d'arbitrage récemment où on a bouclé les 6 mois tout en virtuel. L'arbitrage était censé se faire avec comme siège dans un pays X. Finalement, on s'est arrangé tous pour tout faire en virtuel et on a gagné du temps et les parties ont gagné de l'argent. Parce qu'en fait, le déplacement des arbitres, des conseils, leurs hôtels et tout, finalement, ça a permis de pouvoir économiser tout cela. Là, je suis dans une autre procédure également qui est en cours, mais nous avons convenu de tout faire en virtuel et ça va être la même chose, donc avec beaucoup de gains pour les parties. Maintenant, il faudrait juste également savoir que tout cela a un avantage, parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de déplacements que nous faisions et qu'aujourd'hui, on peut éviter. Mais cela en inconvénient, il faut dire la vérité aussi, parce que certaines procédures, de par leur complexité, de par la sensibilité, requièrent que les parties soient là, que les parties se parlent, que le tribunal puisse entendre les témoins, que parfois, en fait, les contre-interrogatoires et tout se fasse en même temps. En virtuel, ce n'est pas évident, d'autant plus que parfois, d'un pays à l'autre, la connexion n'est pas la même. Parfois, ça peut, un problème d'Internet qui se passe lors d'une audience peut faire basculer tout parce que les gens ne suivent pas, on est obligé d'arrêter et le timing étant serré, ça peut poser problème. Donc, je pense que oui, c'est une bonne chose, mais il faudrait également que peut-être tout le monde s'y prépare, que les acteurs puissent prendre des dispositions pour être au diapason, que également l'on puisse informer toutes les personnes concernées. Alors, l'autre aspect que moi j'ai vu par rapport à cela également, c'est que cela a démocratisé, si je peux me permettre, un peu le secteur. Quand je dis que ça a démocratisé,
c'est qu'aujourd'hui, n'importe quel acteur qui est intéressé par le sujet peut se former comme nous sommes en train de le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les praticiens n'auraient pas besoin, pour un webinaire comme celui-là, de prendre un billet d'avion, de réserver un hôtel, parfois de payer les coûts d'inscription. Ça a permis franchement de rendre l'information et la formation plus fluide, plus ouverte, démocratique. Et je pense que c'est un atout qui permettra peut-être à ceux qui aspirent travaillent davantage dans le secteur de pouvoir se former, de pouvoir échanger avec d'autres collègues. Et comme Atis vient de le dire, la différence pour moi n'est pas très, très grande quand on shift de la procédure contentieuse domestique à la procédure d'arbitrage. C'est vrai qu'il y a des règles, il y a des principes, mais avec la pratique, on se rend compte qu'en fait, le shifting n'est pas très difficile. Il suffit simplement en fait, d'y aller petit à petit. Après, on se rendra compte que c'est tout à fait faisable. Voilà un peu les questions que je voulais faire sur le sujet. Merci. Merci beaucoup, Mohamed. And with that, I go to my last question to my panelists, who will be Aurelia and Deborah, because Afef and Mohamed have just addressed the question of cost. And my question to you, as if I may, young practitioners, how do you see the development of ADR within your region with all the adaptation we have now with this pandemic? How do you see the future of ADR in your region? Maybe I will start with Aurelia. You can answer in French or in English as you like. Okay. Talking about the improvement of ADR in my region, looking at the aftermath of the COVID, a lot of things have been changed, a lot of things are going to be maintained, and a lot of things are going to be improved as well. As the others mentioned, in terms of time, in 6 months, it's possible now to go through an arbitration procedure because the time is respected. It is more accessible because you are able to be in touch with arbitrators that you could not get in contact with. Not to say that your time is more, not to say that they are more available, but they are more accessible. In terms of learning, it is easier to connect and to be in touch with people out and in of the country to be able to know more about arbitration and how it goes. Then concerning the delays and stuff, then as you mentioned, everything that has an advantage, of course, has disadvantages. The technology can have problems, as in it can be light. It can be during a procedure, and then you have the problem of light. You have the problem of internet, which is not, like going smoothly, and then it can disturb the going on of the arbitration procedure. You have the confidentiality, because with the confidentiality, you can be, for a procedure, even if the parties have a code, even if all the dispositions are put in place for there to be confidentiality, you can't really know who is in the room, because a lawyer can be in the room with his trainee, and then you need to know the number of the amount of people who are in the room taking part in the arbitration procedure. Whereas with physical attendance, you can know who is taking part in the arbitration or not. This is not possible. It cannot be really determined with virtual arbitration. I mentioned confidentiality, I mentioned the problem of rights, I've mentioned technology. And apart from that, I can also say that mediation can be a little bit advantageous during this period of COVID, because it is easier to try to settle in an amicable form than going through all the lengthy process of judiciary. So mediation in this sense can be more advantageous in time of cost and in time of with time as well, especially that, like in WADA, for example, there's a possibility of making the mediation procedure, like when there's an award, it is possible to execute the award before a notary public or before a judge. So people can turn to go towards mediation more than arbitration. So it is not that bad that
this after COVID situation. So Thank you, Aurelia. Deborah, in 2 words, how do you see the future of EDRA in your region? I know you're in favor of mediation, but in 2 words, how do you see it? Yes, I definitely favor mediation and arbitration, but I think regardless of what anyone thinks, mediation has a very bright future in Nigeria. Our courts are not ready for virtual hearings. So for lawyers whose main income is from dispute resolution, you're not making any money, but you have clients who have disputes that need resolution. So of course you have to rethink your strategy. So that's one. And then of course, I think that one thing people don't know is that mediators can be specialized too. You have non-lawyers who are just specialists in their areas, and you have most of them taking mediation courses. So to use as a sort of side business, since they have specialized knowledge of their industries. So I think that with more publicity, we will have people leaning towards mediation. A lot of people don't even know about submission agreements. You had a lot of lawyers complaining that, oh, my matter is in the court, nothing is happening, arbitration is expensive. And we say, you know, you can do a submission agreement and refer your matter to mediation as long as the parties agree. A lot of people don't know that. So I think that with more publicity and with lawyers knowing that there's a way you can resolve most of your disputes quickly via mediation. Mediation will keep growing. I mean, we're in January only, and I know how many files we've been able to close via mediation. It's a little discouraging because your table is clearing and you have to look for more work, but at least you're making progress and you're solving your clients' problems. And you see more clients asking about mediation. And when they even go through the mediation process, they're amazed because you don't have to pay your lawyer for years, you know, with arbitration or litigation. You can solve it through mediation. Of course, the lawyers want to show off their advocacy skills in courts and before arbitral panels, but knowing that they can solve more of their clients' problems with mediation, I mean, I think people would continue to lean towards mediation. So I think it has a very bright future. It does. Thank you so much, Deborah. I just want to pick 2 questions from the audience for Mohamed in French, because I think also it's important for our participants to have an answer to some of the questions. So I have a question for Mohamed in French. Doit-on comprendre que l'obligation de célérité introduite dans la réforme OHADA est entendue uniquement sous l'angle du délai? Je ne pense pas que c'est sous... En fait, ça dépend de quel délai on parle ici. Moi, j'ai abordé la question de la célérité sous l'angle du délai, puisque le nouveau règlement, en ce qui concerne le délai le process en fait, de l'arbitrage, donne un délai de 6 mois. Et je pense qu'en fait, c'est ce type de célérité-là que l'acte uniforme veut adresser, entre autres. Il y a également d'autres délais qui ont été prévus lorsque, par exemple, il y a un recours qui doit être fait. Cette question a été abordée par Aurélia. En fait, l'idée ici, c'est que ce qu'on veut éviter, c'est que l'arbitrage soit une procédure qui n'aura plus sa vocation première, qui est celle de pallier à la lenteur des procédures judiciaires. Première chose. Deuxième chose, l'idée également, c'est que les parties ne puissent pas utiliser les délais qu'ils ont pour faire recours pour pouvoir faire du dilatoire. Donc, l'un dans l'autre, quand vous regardez ces dispositions de l'acte uniforme, vous vous rendrez compte que l'idée première ou l'idée principale, c'est effectivement une préoccupation de célérité, aussi bien dans la procédure du dossier, comment le dossier est géré dans le temps, pour qu'on puisse avoir une sentence dans un délai de 6 mois. Deuxième chose, pour que les parties n'utilisent pas les droits qu'ils ont pour faire un recours pour retarder l'autre. En fait, dans tel cas, la Cour pourra en fait réagir à partir des dispositions en fait, qui ont été précisées par Aurélia. Donc, c'est un peu l'idée qu'il faut comprendre par cela.
Merci. Merci infiniment, Mohamed, pour cette clarification. Je pense qu'avec ça, nous avons fait le tour de nos questions. Je pense que les sujets étaient intenses. Le temps qui nous était imparti était très court, mais c'est aussi ça, le débat, lancer des débats comme ça. On a eu vraiment un panorama. On ne pouvait pas faire plus court avec des sujets aussi vastes, mais ça invite à la réflexion. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment pour votre temps, à remercier l'audience et à vous encourager également à suivre la conférence de vendredi qui sera animée par notre collègue Jack Welferis et qui portera sur la région Afrique du Sud, Angola, Mozambique. Donc, la tournée continue. Elle s'achèvera en avril de 2021. Et je voudrais encore remercier tous nos sponsors, notamment Cardozo et Korean Commercial Arbitration Board et le JICAM qui n'a vraiment pas hésité à supporter ce tour, à supporter ce webinaire bilingue. Et je vous remercie et je vais dire un mot en anglais. I would like to thank my panelists. I would like to thank the audience for having joined us, and I would like to encourage you, please, to register for the last webinar of the Africa series, which will be held on Friday with the SADC region, and which will be moderated by my friend Jack Welferis. Please register to this event, and also I would like to thank our sponsor, especially Cardozo and Korean Commercial Board and the GCAM in Cameroon, who helped us for this event by advertising, by supporting. So thank to all of you, and see you on Friday for those who can be there. Thank you so much. Thank you. Thank you all. Merci. Thank you, everybody.